L'actualité, c'est dans Œil de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, vous suivez Lynx FM 91.00, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Œil de l'Est, une émission qui vous décrypte l'actualité, vous permet de participer au débat du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Nous sommes mardi 3 mars 2015. Au menu, nous lançons le débat sur les réticences à Ebola en Guinée. Le dernier bilan de l'épidémie en Guinée s'élève à 3200 personnes infectées, 2117 personnes décédées, 185 agents de santé infectés, dont 104 décédés. Quelques 1040 personnes sont sorties guéries des différents centres de traitement du pays. Actuellement, la Guinée compte 10 centres de prise en charge, 6 centres de traitement et un centre de traitement des soignants. L'un des principaux défis à relever concerne les méfiances et les attaques à l'encontre des agents promoteurs de santé, notamment à Conakry et dans certaines préfectures de la Basse-Côte. Une étude socio-anthropologique sur les réticences relatives à la prévention et au traitement médical de l'épidémie à virus Ebola vient d'être rendue publique. Elle propose un ensemble de stratégies et des options sociales de communication pour freiner les dites réticences. Pour en parler, nous recevons ce matin Dr Alpha Madou Bano Bari, il est sociologue, et Dr Mohamed Moustapha Diop, également socio-anthropologue. Bonjour Dr Bano. Bonjour. Bonjour Dr Diop. Bonjour. Merci à vous d'être dans cette émission. Œil de l'Est, à la technique, vous avez Sadou Kamara Fatmata Binta Baldé, réalisation Tcherma Fabrama Baldé, à l'animation Aboubakr Yazokaba. Merci et bienvenue. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Famadou Bano Bari et Dr Mohamed Moustapha Diop. Ils sont tous deux sociologues. Vous pouvez dès maintenant leur envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et sur Facebook, sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Alors, pour commencer, je vais aller vers ma droite. Dites-nous qu'est-ce qui a motivé cette étude socio-anthropologique sur ces réticences relatives donc à la prévention et au traitement médical de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Docteur Banobari. Écoutez, elle aurait dû être faite depuis très longtemps. Il a fallu du temps pour que, en fin de compte, les décideurs considèrent important d'aller chercher des éléments d'information pour expliquer les réticences. En réalité, depuis le début de cette épidémie, la première étude qui aurait dû être faite en Guinée aurait été une étude socio-anthropologique sur la perception que les Guinéens ont de la maladie et du virus Ebola. Il a fallu donc qu'il y ait beaucoup de réticences, énormément de violence, que l'on se rende compte que les dispositifs en matière de santé, de prise en charge, avaient de la difficulté à fonctionner pour que il soit décidé, après un certain nombre d'études, de réaliser une étude socio-anthropologique sur les réticences. Sur financement de l'UNICEF, l'université de Somphonia a été sollicitée pour conduire cette étude. C'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier tous nos collègues qui ne sont pas autour de ce micro et qui ont participé très activement à la réalisation de cette étude. Je veux nommer Dr Kefin Kondé, je veux parler de Dr Daniel Lama, de Mohamed Kampel Kamara, de Madame Mabeti Touré et d'autres personnes que je n'ai pas en mémoire ici, qui ont activement participé à la réalisation de cette étude. Je pourrais ajouter que cette étude a été donc réalisée sous la coordination de la faculté des sciences sociales de l'université de Sofonia, sous la direction du doyen, donc aussi professeur Sidafa Kamara. Et qui sont en fait des gens qui sont aujourd'hui invisibles, mais en fait qui ont dû coordonner l'ensemble de ces études. Et Dr Bano et moi-même, compte tenu en fait de notre expérience en la matière, ont dû faire l'interprétation et l'analyse et la présentation des résultats. Oui, Dr Bano, quelles sont les régions qui ont été concernées, qui ont été touchées par cette étude? C'est une grosse étude qui a pratiquement touché l'ensemble du pays. Alors on a ciblé les localités où il y a eu des cas de réticence manifestes. Par exemple, à Conakry, il y a eu Matoto, il y a eu à Forêt-Caria 2 sous-préfectures, il y a eu à Koya, en particulier Mafereya, il y en a eu à Kindia, il y a une équipe qui a séjourné à Sigiri,
qui a travaillé à Sigiri. Il y en a une qui a travaillé à Farana, à l'intérieur de 2 sous-préfectures. Je pense c'est Laya Sando et Marela. Et il y en a une équipe qui a travaillé à Gekedou, une a travaillé à Zérékoré. Pratiquement partout où il y a eu des cas de réticence, il y a eu une équipe qui a été envoyée par l'université pour à la fois réaliser des entretiens avec des leaders d'opinion, des leaders religieux, mais aussi une enquête par questionnaire pour aller solliciter les informations auprès du grand public. Eh bien, docteur Diop, le premier objectif de cette étude était de comprendre et d'analyser les raisons et les formes de réticence manifestées par les populations. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Mais on s'est rendu compte effectivement que les réticences se manifestent de 3 formes, sous 3 formes. Donc, les réticences sourdes, les réticences affichées, et puis avant l'expression de la violence. C'est-à-dire que les populations vous avertissent que progressivement, de la façon dont ils réagissent par rapport au comportement des intervenants en matière de santé ou des dispositifs qui sont mis en place, en particulier tout ce qui concerne en fait l'intervention sécurisée, qui a été un des maillons, en tout cas un des points sensibles qui a alimenté suffisamment la réticence communautaire. Donc, je veux dire, en fait, que ce qui est apparu dans cette étude, c'est que Ebola n'est qu'un prétexte, mais qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds, qu'il y a des frustrations qui sont enregistrées depuis très longtemps, et que l'Ebola est devenu l'occasion pour ces populations de s'exprimer, puisque ces populations sont en confrontation avec des représentants, parfois de la communauté internationale, des intervenants internationaux, et c'est l'occasion, en tout cas pour ces communautés, de s'exprimer et de montrer leur agacement, de montrer leur colère, puisque ces populations sont souvent abandonnées, parfois à elles-mêmes. Donc, et que les gens qui viennent intervenir, qui sont les interlocuteurs maintenant de ces questions, ne sont pas forcément des gens qui sont habituellement en contact avec ces populations-là. Donc voilà un peu quelques éléments de colère. Ebola, certes, est une réalité, mais Ebola ici cache aussi une frustration très profonde de la part des populations locales. Il y a quelque chose à ajouter, oui, docteur? Alors, oui, l'autre chose qu'on a constatée, c'est qu'il n'y a pas une réticence en Guinée. Il y a des réticences. C'est-à-dire que chaque cas de réticence est un cas spécifique qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser comme tel. Première des choses que nous avons constatées. La deuxième des choses que nous avons constatées, c'est qu'en réalité, il y a un environnement en Guinée depuis très longtemps qui explique en grande partie les réticences actuelles. Cet environnement, c'est que depuis les années 1990, pratiquement, le mode d'expression de la population, c'est la violence. Pour obtenir de l'électricité, on doit sortir dans la rue. Pour qu'il y ait de l'eau, on sort dans la rue. Quand la Guinée marque un but, on sort dans la rue. Quand la Guinée encaisse un but, on sort dans la rue. Il y a donc un environnement où la manifestation dans la rue est devenue une expression courante. Deuxième élément que nous avons constaté, c'est que les réticences du début de l'épidémie ne sont pas les réticences du milieu de l'épidémie, ce ne sont pas les réticences actuelles. C'est-à-dire que chaque moment, il y a des réticences à chaque moment qui correspondent à une réalité du moment. Au début de l'épidémie, les réticences étaient liées à l'ignorance de la maladie. On a une épidémie, on a une maladie qui est venue, dont les signes cliniques ressemblent aux signes cliniques des autres maladies que les populations connaissaient. Le palu, la fièvre typhoïde. Il a été difficile pour les populations d'admettre que cette maladie-là, ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de connaître, c'est une nouvelle maladie. Les populations ont eu de la difficulté à accepter l'idée que Ebola est en Guinée. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment se fait-il qu'une maladie dont ils ont entendu parler comme ça dans les radios, là-bas au Congo, au Zaïre, très éloigné de la Guinée, subitement se retrouve en Guinée. Ils ont eu de la difficulté à accepter l'idée que Ebola est là. Parce que pour eux, ils ne voient pas le lien, ils ne voient pas comment Ebola peut sortir de la Guinée alors que la Guinée n'a pas de contact avec ce que l'on peut appeler la source originelle de cette maladie. Et puis, il y a eu des éléments, au début toujours, il y a eu des éléments de mauvaise communication qui ont posé des problèmes, qui ont stigmatisé des communautés dans le pays, qui ont créé, disons, un rejet de l'idée même de la maladie. Parce que on s'est dit que cette maladie vient des singes et des chauves-souris. En disant cela, une partie de la Guinée s'est sentie concernée, coupable, parce qu'ils mangent ça. Une autre partie du pays a pensé, nous ne sommes pas concernés parce que nous ne mangeons pas ça. Cela a posé des problèmes. Et donc, ceux qui se sont sentis attaqués ont dit, il n'y a pas d'Ebola.
Ceux qui n'ont pas dit, bon, de toute façon, c'est votre problème. Ça, c'est le début de l'épidémie. Progressivement, ce qui s'est passé, c'est que la mise en œuvre sur le terrain a posé des problèmes parce que je vous ai dit, il n'y a pas eu d'études socio-anthropologiques au départ de l'épidémie. Donc, les actions de prévention, de lutte, n'ont pas tenu compte de la sociologie et de l'anthropologie des populations guinéennes. Par exemple, tout le monde s'est transformé à Conakry en agent de lutte contre Ebola. Des gens sont venus sur le terrain parce qu'il y avait des moyens et chacun, ils se sont mis à parler du n'importe quoi, n'importe comment, avec la bouche de n'importe qui. L'aboutissement, ça crée de la cacophonie au niveau de la population. Les gens ont eu de la difficulté à savoir quel est le bon message. On a voulu utiliser les ressortissants. Tous les ressortissants ne sont pas des ressortissants crédibles. Absolument. Parce qu'il y en a qui ont quitté leur localité depuis plus de 35 ans, qui n'ont même pas une case chez eux, qui ne partent jamais, dont les enfants ne connaissent même pas la localité. Ils sont coupés de leur environnement. Des ONG ont été créées, sont partis, ils se sont mis à faire de la campagne, alors qu'en réalité, ceux qui sont crédibles dans chaque localité, il y a des leaders d'opinion qui sont crédibles. Ceux qui portent la parole. Vous savez, la valeur d'une parole dépend de celui qui la prononce, de la bouche à partir de laquelle la parole sort. Ça aussi, ça posait des problèmes. L'autre aussi, problème qui a été posé, c'est la maladie elle-même. Ebola effraie. Elle est terrible. Parce que c'est la première fois qu'on a une maladie dans notre pays qui détruit l'humanité. Quand votre enfant est malade, vous ne pouvez pas le saisir dans votre bras. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, à l'intérieur de la famille, vous avez le choix. Vous faire contaminer tous et mourir en même temps, ou alors le fuir comme s'il avait de la peste. L'aboutissement de cela, c'est que l'humanité qui est en nous a refusé d'admettre que notre fils est porteur d'Ebola. L'autre des choses, c'est que pour la première fois, on a une maladie dont la mort ne tue pas la maladie. Avant, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Maintenant, avec Ebola, le cadavre est plus contagieux que celui qui est vivant. Et vous savez, la mort, le corps, la gestion du corps dans nos communautés constitue une étape très importante dans la socialisation de nos communautés. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort n'est pas simplement la fin d'un homme. C'est aussi le début de la responsabilité d'une autre personne à l'intérieur de la famille. Il y a tout un rituel de passage entre celui qui est mort et ceux qui vont être, ceux qui vivent. Quand un homme atteint un certain âge dans nos communautés, il désigne de son vivant qui va faire sa toilette mortuaire, qui va diriger sa prière. Où est-ce qu'il va être enterré? Auprès de qui? Tout ça, avec Ebola, on a dit tout ça, on laisse tomber. Oh, il faut aller à l'urgence, il faut mettre dans des sacs. Et puis on a mis dans des sacs noirs. Le sac noir, le noir dans nos communautés signifie aller dans l'enfer. Et puis, un jeune ne peut pas toucher à un corps dans nos communautés. Le jeune doit prendre une civière. Mais le corps lui-même, c'est une gestion de personnes adultes instruites dans un Coran. Si vous ne connaissez pas un certain nombre de versets qui ne s'apprennent pas, ce n'est pas les versets que l'on lit pour faire la prière. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas approcher le corps parce qu'il y a un ensemble de principes. Et puis vous savez, quand une personne d'un certain âge, avec une certaine autorité meurt, ceux qui s'approchent de lui ont tendance à considérer que c'est un privilège parce que de ce mort, on peut tirer des éléments de lui pour ceux qui sont vivants. Très bien. Alors, donc poser énormément de problèmes du point de vue de la gestion. Avant d'arriver au second objectif, puisque Azoka avait évoqué le premier, je voudrais demander à Dr Diop, qu'est-ce qui explique aussi, parce que Dr Bano vient de parler de l'aspect social, l'aspect humain, mais il y a aussi l'aspect politique. La maladie a été utilisée apparemment, en tout cas, on y a mis un peu de politique et vous avez vu ce que ça a aussi généré des réticences. Alors, à votre avis, quel a été l'apport, l'impact de la propagande politique dans cette maladie? D'abord, première chose, c'est que cette étude a montré une double ignorance. L'ignorance de la maladie par les populations, le niveau d'instruction, le taux de pauvreté, parce qu'on a vu, on s'est rendu compte avec cette maladie que les gens sont très très pauvres, ou en tout cas appauvris dans ce pays. Deuxième instruction, c'est que les politiques ne connaissent pas leur population. On ne connaît pas la société guinéenne. C'est-à-dire, on n'a pas vu que depuis plusieurs années, la société guinéenne s'est transformée. L'habitat a changé, le mode d'occupation spatiale a changé. Que c'est une société qui est en pleine dynamique de transformation. Et je pense que les autorités politiques qui défilent périodiquement pour faire des discours pensant avec les applaudissements que le problème est réglé, le problème est beaucoup plus complexe. Les gens les accompagnent à un moment donné, ils partent. Donc, moi, ce que j'ai compris avec Ebola, et ce qui s'est passé avec Ebola, c'est qu'on s'est retrouvé avec Ebola
les mêmes mécanismes de campagne électorale qu'on a observé entre les deux premiers tours, on s'est retrouvé à peu près la même campagne. C'est-à-dire que c'est les mêmes mécanismes utilisés, les mêmes canaux de communication utilisés. On fait ce qu'on a instrumentalisation de la maladie pour en faire un outil de campagne électorale. Et ça a été visible. Hein. Donc je pense que ça a aussi choqué. Dr Bano soulignait tout à l'heure qu'effectivement, quand on parle de ressortissants qui viennent parler à leur population, ce sont des ressortissants qui sont nés à Conakry, et dont les parents sont originaires de Forêt-Karia, de Koya, mais qui ne sont pas connus, qui ne viennent que rarement dans ces villages. Ils ne sont pas connus par les populations. Et ceux qui sont là tous les jours, les médecins, les notables locaux, les chasseurs, les agriculteurs, les gardes forestiers, les agents locaux, ont été tout à fait écartés dans ce circuit. Et c'est ceux qui sont présents. Quand votre enfant est malade, le premier que vous réveillez, c'est celui-là qui est proche de vous. C'est pas celui qui vient de Conakry, parce que les ministres et dont les parents sont originaires de Conakry. C'est cette démagogie qui a alimenté également la colère des populations. Alors, docteur, justement, parce que il ressort de cette étude que vous avez menée qu'il y a aussi ces croyances comme celle qui consiste à dire que les Blancs, la coordination, la Croix-Rouge, le gouvernement seraient selon 12% de vos sondés responsables de l'avènement de cette maladie en Guinée. Donc, il y a aussi ce problème de confiance en ces autorités, en ces organisations internationales qui travaillent sur le terrain. Au-delà de la confiance, le problème qui se pose, c'est que quand il y a une maladie nouvelle, comme une épidémie, les populations cherchent une réponse. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. Et quand il n'y a pas de réponse, on fabrique une réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a l'épidémie. L'épidémie arrive, on dit c'est Ebola, les gens ont de la difficulté à accepter que c'est Ebola, et après, ils se disent, bon, si c'est Ebola, et puisque normalement on ne doit pas avoir d'Ebola en Guinée, il doit y avoir quelqu'un qui soit coupable, quelqu'un qui a amené cette maladie. Et naturellement, en fonction, vous savez, la société guinéenne est une société manichéenne, divisée, fractionnée, fracturée. Cette société dans laquelle tout a été politisé. L'aboutissement de cela, c'est que lorsque l'un des camps dit il y a Ebola, l'autre camp dit il n'y a pas d'Ebola. Lorsque l'un des camps dit il n'y a pas d'Ebola, l'autre dit il y a l'Ebola. Et lorsqu'on dit Ebola, ça vient de singe, un autre dit non, c'est le président qui l'a amené. C'est lui qui l'a importé. Donc, en fait, je vous ai dit, nous sommes une société qui était déjà prédisposée à des manifestations de réticence et de violence parce que nous avons un fond qui prépare une société, en fait, à ne pas... La question d'une épidémie est une question de santé publique. C'est une question, naturellement, de politique publique. Mais en même temps, ce n'est pas une question de politique politicienne. L'aboutissement de tout cela, et puis lorsque, vous savez, dans une société appauvrie comme la nôtre, le signe extérieur de richesse en Guinée, c'est quoi? C'est la 4x4. Lorsque vous partez à Madina pour acheter devant une boutique, si vous descendez d'une 4x4, le prix augmente. Si en descendant de la 4x4, votre 4x4 c'est RC, le prix est moins élevé que si c'est VA. Si c'est EP, c'est plus élevé encore. Dès que c'est IT, intellectuel trompeur, alors le prix encore augmente. Pour ne pas dire immatriculation temporaire. Et si c'est un blanc, le prix encore augmente. Et si c'est un blanc avec un gros ventre, le prix augmente encore. Mais docteur, ce que je veux dire, dans l'autre imaginaire, il y a une corrélation entre ces différents éléments. L'aboutissement, c'est qu'en fait, les gens ont eu l'impression qu'il y a énormément d'argent dans cette affaire et que d'autres sont en train de manger et que eux, ils ne voient pas. Il y a quand même énormément mais il y a beaucoup d'argent quand même, il y en a qui se perdent dessus. Mais le problème, c'est qu'en fait, on dit qu'il y a de l'argent. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qui gère l'argent. Entre autres comparaisons, docteur, pour c'est la présidence qui est le fond. Oui, pour docteur Diop, on a vu quand même que lorsqu'on a dit ces réticences-là, elle est plus pointue, elle est plus, disons, présente en Guinée forestière et en Basse-Côte. Et il n'y a pas eu beaucoup de violence, ou peut-être il n'y a même pas eu en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique le fait que en Guinée forestière, il y a eu moins de violence, les gens, peut-être, je ne sais pas, oui, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, il n'y a pas eu assez de réticence. Par contre, en Guinée forestière et en Basse-Côte, il y a des violences. Oui, je vais d'abord rectifier. Il y a eu des réticences en Haute-Guinée. Il y a eu des réticences en Moyenne-Guinée. Mais pas de violence. Attendez, vous savez, il y a une chaîne. Vous avez la réticence sourde, vous avez la réticence ouverte et vous avez la violence. C'est-à-dire que c'est une graduation. Première des choses, pratiquement partout où il y a épidémie, il y a des réticences. Les réticences peuvent être sourdes sans jamais être manifestes, ou elles peuvent être sourdes et manifestes sans avoir de la violence.
Je vous ai dit que quand vous avez la combinaison entre à la fois le sentiment d'injustice, le sentiment que l'État ne s'occupe pas de vous, que vous n'avez pas accès aux ressources, le sentiment d'être marginalisé, vous ajoutez à cela une situation d'épidémie avec un caractère illégitime et illégal le plus souvent des autorités de proximité, où vous avez des sous-préfets qui ont des propos parfois qui ressemblent à des propos du temps colonial, incendiaires. Naturellement, vous avez une prédisposition à la violence. Parce que je vous dis, si vous prenez par exemple à Marela, si vous prenez, ça c'est à Farana, si vous prenez à la Sando, il y a eu des violences. Si vous prenez à Sigiri, à la frontière, il y a eu de la violence. Et il y a toujours des dénis et il y a de la réticence. Il faut aussi prendre en considération qu'il faut que dans une localité, pour qu'il y ait de violence, pour qu'il y ait de la réticence sourde, manifeste et de la violence, il faut que Ebola s'implante et que Ebola dure. Si Ebola arrive par le fait d'un voyageur qui arrive et c'est circonscrit rapidement, vous n'avez pas toute la chaîne. Mais dès que vous avez Ebola qui s'installe dans la durée, avec tout le dispositif d'accompagnement médicalisé et tout ce qui s'ensuit, avec la gestion des corps et tout ce qui s'ensuit, vous vous retrouvez dans une situation où, là où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de violence aujourd'hui, demain il y a de la violence. J'avais dit dans cette radio, lorsque j'ai entendu des gens dire à Womé que c'était de la sauvagerie, j'ai dit nous sommes tous alors des sauvages. Parce que ce qui s'est passé là-bas peut se passer dans n'importe quelle partie du territoire national. Si les conditions sont réunies, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce qui s'est passé à Womé n'a rien à voir avec, à strictement parler, de l'épidémie elle-même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition antérieure qui prépare, qui crée les conditions essentielles pour qu'il y ait de la violence. Alors, on va justement parler de ces réticences, docteur, puisque l'autre objectif, c'était de savoir qu'est-ce qui poussait les gens, quels sont les types de réticences. Et dans le PowerPoint que vous avez présenté, c'est qu'il n'y a pas une réticence, mais des réticences. Oui, donc je pense que Dr Balen a souligné en amont qu'il s'agit de plusieurs réticences qui ont été observées, mais chaque réticence correspond à des réalités locales. C'est-à-dire que les réticences sont alimentées déjà antérieurement par des frustrations qui n'ont pas été exprimées depuis très longtemps. Et ensuite, la maladie donne l'occasion à la population d'exprimer non seulement la réticence vis-à-vis des autorités locales qui sont là et qui, malheureusement, plus ou moins difficiles avec les populations locales, mais qu'en même temps, c'est aussi l'occasion de montrer effectivement la question de gouvernance dans notre pays, en tout cas de développement local. On a beaucoup chanté la décentralisation, c'est vrai, on a un schéma, on a une vision, mais que Ebola a montré que nos dispositifs de développement local n'ont pas, en tout cas, si les structures sont là, il n'y a en tout cas d'impact. Comment on dit aux gens de se laver les mains? Dans certains contrées, il n'y a pas d'eau. Et à certaines contrées, il manque encore. Donc, je pense que derrière cette histoire d'Ebola, il faut qu'on se dise la vérité en tant que Guinée, il y a un gros problème de développement. C'est un problème de pauvreté qui font qu'aujourd'hui, les populations se posent un certain nombre de questions et que l'État n'est pas présent. Ça a été souligné qu'on a beaucoup d'argent, mais cet argent-là n'a pas d'impact au niveau du développement local. Je pense qu'après Ebola, puisque c'est ce qui s'est dit actuellement, je pense qu'il y a une conférence en cours à Bruxelles, où on est parti justement pour parler cette fois-ci d'après Ebola, parce qu'on estime que dans quelques jours, on n'en parlera plus dans notre pays. Enfin, en tout cas, il n'y aura plus de cas d'Ebola. Et si c'est le cas, il faut relancer le développement. Mais je pense qu'il faut tenir compte vraiment du développement dans ce pays. Notre pays est un pays qui a des ressources naturelles, qui a des moyens de se développer, mais ce développement n'a pas de retombées. Et comment se fait-il que les réticences sont encore beaucoup plus fortes, on ne l'a pas souligné, dans les zones de développement, dans les zones minières, où il n'y a pas eu d'impact sur le développement. Et ce sont les zones aussi qui alimentent beaucoup de réticences. On n'a pas souligné, puisque tout simplement, il y a un développement industriel minière à côté, mais qui n'a pas de retombées immédiates sur les populations locales. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Aide de Lynx, docteur Alpha Madoubano Bari et docteur Mohamed Moustapha Diop. Ils sont tous deux sociologues. Nous allons observer une petite pause. On se retrouve juste après. Marifala, bienvenue dans l'univers de la grande classe. À la galerie Marifala, vous trouverez tout pour l'ameublement de votre domicile.
Rendez-nous visite Galerie Marifala, située à 150 mètres du rond-point de Bambéto. Galerie Marifala, la grande classe. Cette émission est sponsorisée Par la Galerie Marifala. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Famadou Bano Barry et Dr Moustapha Mohamed Diop. Ils sont tous deux sociologues. Aboubakr, bien, il y avait la question que Aboubakr voulait poser. Au fait, c'était de voir est-ce que ça n'aurait pas été facile si le gouvernement avait un peu utilisé les leaders politiques, chacun dans son fief, pour aller un peu sensibiliser pour que cette maladie soit parte. Est-ce que ça aurait été une bonne stratégie? Alors, ma réponse est triple. Si, pour une raison ou une autre, il y avait une volonté d'utiliser les acteurs politiques, à mon avis, s'il fallait le faire, il fallait le faire au début de l'épidémie. Vraiment au début de l'épidémie. Première position. S'il faut le faire au début de l'épidémie, il faut d'abord que l'ensemble de la classe politique, opposition et majorité, s'accordent. S'accorder signifie qu'ils s'entendent que les bénéfices de la lutte contre Ebola sont des bénéfices partagés. Pour que, s'ils décident, que l'opposition décide de s'engager, si elle va sur le terrain, il faut que son discours dans la journée soit identique au discours la nuit. Ça, c'est ma deuxième réponse. Ma troisième, c'est de dire, dans une question de santé publique, c'est en rapport avec la politique publique, à mon avis, il est préférable de ne pas politiser. C'est ma troisième réponse. Absolument. Il n'est pas nécessaire de politiser une question de maladie. De la même façon qu'il ne fallait pas utiliser des sous-préfets ou des préfets et des gouverneurs, de la même façon, il ne fallait pas utiliser des ONG politiques ou alors des hommes politiques. Parce que tout simplement, nous sommes dans un pays où on a tendance à tout politiser. Et la politisation outrancière de la Guinée constitue aujourd'hui le plus gros problème de la société guinéenne. Même la femme qui vend du charbon au coin, si tu veux acheter 1000 francs de charbon pour faire ton thé, elle a le téléphone, tu l'entends parler politique. Tout le monde fait la politique. C'est dangereux pour un pays. Toutes les études en sciences politiques arrivent à la conclusion que dans un pays, les militants ne doivent pas dépasser 10% de la population. Les sympathisants et les adhérents ne doivent pas dépasser 30% de la population. Les autres doivent être des citoyens, c'est-à-dire capables de se prononcer sur un projet, sur un homme, sur la base simplement des critères objectifs, pas des critères partisans. Le problème en Guinée, c'est qu'on a politisé tout. Je dis souvent en Guinée, il n'y a que 3 catégories de personnes, des militants, des miliciens et des militaires. Ça, c'est dangereux pour un pays. Moi, à la place, je n'aurais pas politisé la lutte contre Ebola. J'aurais fait une campagne de santé publique, de proximité. D'abord en faisant des études pour savoir comment la population traite la maladie et le mort. Parce que si vous connaissez la façon dont la population traite la maladie, tout le monde allait se rendre compte que le foyer principal de propagation de la maladie, c'est à l'intérieur de la famille. Si vous avez remarqué, toutes les personnes contaminées en Guinée l'ont été soit dans leur foyer, soit à l'hôpital, soit au niveau du cimetière. À partir de ce moment, ce sont les 3 éléments qu'il faut prendre en considération et toute la stratégie doit être bâtie autour de ça. Écoutez, depuis qu'il y a Ebola, avant la Guinée, au Zaïre, au Congo, au Soudan, en Ouganda, aux Philippines, au Gabon, en Côte d'Ivoire, jamais dans l'histoire, il n'y a eu un cas d'Ebola dans une école. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu un cas d'Ebola au marché. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Le porteur de la maladie devient contagieux. À partir du moment où il est couché, alité, il ne peut plus se lever. À partir de ce moment, il est contagieux. Jusqu'au moment où il va mourir, et semble-t-il 10 jours après. À partir de ce moment, la stratégie devrait être axée sur ça. Le dispositif médicalisé a tué le dispositif social. Il fallait avoir un dispositif médicalisé accompagné d'un dispositif socio-anthropologique. Parce que ce sont les deux qui vont de pair. Ebola est une maladie, c'est un virus. Mais la transmission est comportementale.
Ça veut dire que si vous voulez couper la chaîne de transmission, il faut changer les comportements. Et vous savez, les comportements sont les choses les plus difficiles à changer. Et ce n'est pas des discours. Il y a beaucoup de gens qui fument en Guinée, qui ont voulu arrêter. Combien ont pu? Moi, j'ai fumé pendant des années. Bon, les gens ne se souviennent pas, parce que ça fait très longtemps. J'ai tout fait pour arrêter. J'ai arrêté 3 fois. C'est à la 4e fois que j'ai arrêté. J'ai arrêté lorsque j'étais dans un environnement où il était plus facile d'arrêter que de continuer à fumer. Au Canada, où partout il est interdit de fumer. Et en hiver, vous ne pouvez pas fumer dans la résidence universitaire. Il faut sortir dans l'hiver pour fumer. Et le paquet de cigarettes était à $7. J'ai calculé. Ça fait au moins 3 repas par jour. Je fumais un paquet par jour. Et j'avais une bourse de $1000. Ça veut dire que je fumais pratiquement plus de 200 et quelques dollars de cigarettes simplement pour... Alors j'avais le choix. Ou manger. Ou fumer. On a parlé de la politisation de la maladie, vous venez d'en faire la démonstration maintenant. Et la dédramatisation. Et je ne sais pas si le mot est mieux choisi. J'ai constaté que le président Alpha Condé a été le premier à la banalisation, je veux dire. La banalisation, je trouve le mot. Est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur la propagation de cette maladie, notamment par les politiques et notamment par les gouvernants? Je vais peut-être nommer Alpha Condé et d'autres qui sont partis dire non, moi j'ai serré la main de tel, etc., etc. Alors qu'on dit de laver les mains. Et ça, c'est le gros problème de la Guinée, c'est qu'on a une société qui repose sur la démagogie et sur le mensonge. C'est connu maintenant, que ce soit la conséquence de totalitarisme qu'on a connu, de la répression ou la peur de la vérité, c'est qu'en Guinée, le problème est toujours déplacé. Quand vous dites A, partout c'est A, en Guinée c'est B, c'est C, c'est D. Et comment voulez-vous régler un problème qui est déplacé? Si vous déplacez un problème, vous ne trouverez pas la solution. Un problème doit être affronté. Je voulais revenir un peu sur la question d'intérêt public. Une maladie de santé publique n'est pas du domaine politique. Il faut qu'en Guinée, on apprenne à traiter des problèmes en dehors de la question politicienne. Il s'agit d'une santé publique et l'ensemble des acteurs du pays, politiques, gauche ou droite, devraient avoir le même discours, le même comportement. À mon avis, les politiques auraient pu servir de communication, de sensibilisation, pas forcément de visite de terrain. C'est au niveau local. Et à les communautés locales, vous avez des maires qui sont issus des communautés, vous avez des préfets, des sous-préfets qui peuvent jouer leur rôle. Des gens qui sont présents, on n'a pas besoin de défiler des politiciens, il n'y a pas de localité. C'est une question extrêmement de santé publique qu'il faudrait donc traiter en dehors des débats politiciens. Je pense en Guinée, tout est politisé. 2, la question, quand un problème est posé, on le déplace. Et quand on déplace, malheureusement, on ne trouvera pas de solution. Alors, docteur, il y a aussi, on avait un peu flairé le sujet, l'idée selon laquelle Ebola est devenu un véritable business pour tout le monde. Et cette idée, elle est véhiculée actuellement. On ne sait pas si, dans vos différentes enquêtes, si vous en avez eu cas des personnes qui ont évoqué cette thématique. Et selon beaucoup, ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera un peu difficile d'éradiquer la maladie dans ce pays. Vous savez, lorsqu'on fait une campagne de santé publique comme s'il s'agissait d'une campagne électorale, la population, sa réflexion, c'est de dire il y a de l'argent derrière. Lorsque l'on vient dans une localité avec beaucoup de 4x4, à un moment donné, à Forikaria, il y avait plus de 4x4 que de citoyens dans la rue. Tellement il y en avait de 4x4. Chacun est venu avec sa 4x4. Vous voyez, dans une 4x4, vous avez une personne. Et puis, ça monte, ça descend. Le tout vitre plombé, climatisé jusqu'à la moelle épinière, comme si on était au pôle Nord. Et tout ça, dans l'imaginaire, ces gens-là viennent, ils ont de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Même si, en réalité, ceux qui sont là n'ont pas l'argent, mais les gens ont l'impression qu'ils ont de l'argent. Et donc, ça a donné, dans l'imaginaire, dans une société déjà pauvre, où les politiciens ont pris l'habitude, quand ils viennent en campagne avec beaucoup de véhicules, on partage de l'argent. Ils se sont dit, ils sont venus, ils n'ont qu'à partager. Et puisqu'ils n'ont pas partagé, ils se sont mis à parler. Les gens ont dit, mais écoutez, bottons-leur derrière. Mais comment se fait-il? Ils viennent avec l'argent et ils ne partagent pas. Donnez l'argent. Donc, il ne fallait pas faire des choses comme ça. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Moi, depuis pratiquement ma naissance, je suis à l'école, d'abord pour étudier et maintenant pour enseigner. Je suis presque convaincu que l'infirmier qui se trouve dans mon village, il y a un infirmier là-bas. Si vous calculez, j'ai au moins plus de 4 ou 5 diplômes au-dessus de sa tête. Je vais dans mon village. Je parle avec ma mère, elle était malade. Je lui dis, allons à l'hôpital, je vais faire des consultations. Elle m'a dit, si ce n'est pas l'infirmier là,
ça veut dire que je vais mourir. Celui-là, n'importe qui il ne traite pas, ça veut dire que tu es en fait dans une phase terminale. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui-là, il a plus d'autorité que moi auprès de ma mère. Parce que depuis toutes ces années où je suis à Conakry en train de parler dans les radios, c'est lui qui est présent, de monter de gauche à droite, il est présent. C'est lui qui la prend en charge. Dans chaque localité, vous avez des gens qui ont de l'autorité, soit une autorité professionnelle parce qu'ils sont compétents, ils ont sauvé la vie d'un enfant. Une femme est venue paniquer, son fils a un palu aigu et elle se dit, mon fils va mourir, c'est peut-être mon seul garçon. Le bonhomme a sauvé l'enfant. Si celui-là s'arrête pour dire à la femme, ça, c'est ça, elle va accepter. Non, on prend des gens à Conakry parce qu'il y a de l'argent, on monte dans des 4x4 et on descend et on s'est dit, bon, on vient. Moi, j'ai eu des jeunes chez moi qui sont venus, qui m'ont dit qu'ils sont venus me sensibiliser. Chez moi, à Lambagny, qu'ils sont venus me sensibiliser. Parce que tout simplement, on l'a distribué des per diem et puis ils sont en train de circuler dans les quartiers. En fait, on a gaspillé des ressources inutilement. Parce qu'en réalité, on savait, je pense en tout cas, on savait ce qu'il fallait faire. Et on s'est mis à faire trop de choses inutiles. L'aboutissement de tout cela, c'est que la population s'est retrouvée dans une situation où on s'est dit, puisqu'ils ont de l'argent, il faut qu'ils donnent. S'ils ne donnent pas, il y a un problème. Et c'est ça le fond du problème. Donc, c'est pas parce qu'il y a de l'argent. On a donné l'impression qu'il y a de l'argent. Et on a fait comme si on avait de l'argent. On a fait comme ceux qui avaient de l'argent et qui venaient par le passé. Et donc, les populations africaines font toujours des associations. Les gens sont venus, ils avaient ça, ils avaient des t-shirts, ils avaient des banderoles, ils avaient ceci et cela avec des 4x4. Il y avait de l'argent. Ceux-ci sont venus, ils ont des banderoles, ils ont des t-shirts, ils ont des 4x4, ils ont des casquettes, ils ont de l'argent. Et vous ne donnez pas l'argent, on vous tape dessus. Ok, docteur Diop, nous constatons que dans la préfecture des Arécoré, votre étude n'a touché que la localité de Goeke. Or, les réticences les plus meurtrières à Ebola ont été enregistrées à Omé le 16 septembre 2004, où 8 personnes ont été tuées. Pourquoi avez-vous contourné Omé? C'est quand même une zone très sensible, vous savez, donc, et puis nos enquêteurs quand même ne peuvent pas aller, il faut quand même une certaine sécurité. Donc même à Folcaïa, on a failli perdre un collègue qui a failli, parce qu'aujourd'hui, aller dans une localité et dire que je vais faire une étude sur l'Ebola, vous imaginez ce que ça peut, alors, surtout dans ces zones déjà, il y a eu des problèmes extrêmement sérieux. Je pense que le terrain, un chercheur ne fait pas des études dans une situation de tension. Hein. Nous, normalement, il avait dit d'ailleurs, Dr Bano au début, toutes ces études devaient se faire dans une phase normale, c'est-à-dire qu'on devait anticiper. Oui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous avons mis en place à l'Université de Sofonia un laboratoire d'analyse socio-anthropologique pour d'autres pandémies, d'autres maladies anticipées. En Guinée, on n'anticipe pas. L'État réagit, n'agit pas. Et c'est très important d'anticiper, de mettre en place des dispositifs de recherche. Parce que là, le chercheur n'est pas dans le feu de l'action. La recherche se fait d'abord lentement et les résultats sont très, très, très longs à mettre en application. Or, aujourd'hui, bon, on essaye de bricoler, de répondre à l'urgence, mais sinon, dans les conditions normales, on doit faire des recherches anticipées, prévoir, etc. Et c'est ce qu'il faut. Maintenant, après Ebola, il faut que les autorités guinéennes, l'ensemble, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appuie davantage la recherche scientifique dans ce pays. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, docteur Alpha Madou Bano Barry et docteur Moustapha Diop. Ils sont tous deux sociologues. Il y a cette autre question, c'est que la coordination, hein, on va un peu parler maintenant de l'aspect national. La coordination nationale à riposte Ebola avait fixé au 10 mars 2015 la date butoir afin de mettre un terme à la transmission de ce virus. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique, docteur Bano? Non, le problème n'est pas utopique, c'est pas ça le problème. Vous savez, le problème c'est comment la population perçoit ce message. Absolument. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je comprends que des gens qui sont dans le feu de l'action établissent un chronogramme, un plan d'action. Et naturellement, un plan d'action, il est chiffré, mais aussi il est daté. Mais moi, à la place, je n'aurais pas communiqué ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les populations, on vous dit, s'ils connaissent la fin de l'épidémie, c'est que c'est eux qui ont donné le point de départ. Pourquoi le 10 mars? Pourquoi ils n'arrêtent pas le 1er mars? Pourquoi ils n'arrêtent pas le 3 mars? Vous savez, nous sommes dans une société où les gens sont énormément critiques.
où on n'a pas confiance à l'autre. Une société dans laquelle nous doutons de tout. Parce que nous avons été pendant longtemps roulés dans la farine. Et donc on ne croit plus à la parole de l'autre. Et dans une société pareille, chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, il faut bien réfléchir à ce que vous allez dire. Parce que tout propos que vous allez dire peut se retourner contre vous. À mon avis, ce n'est pas est-ce que le 10 Ebola va s'arrêter ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'Ebola s'arrête le plus rapidement que possible. Et pas à une date précise. Parce que de la même façon qu'on ne connaît pas la date du début de l'épidémie en Guinée, on ne peut pas connaître exactement la date de la fin. On peut dire que, par exemple, à Guékédou, aujourd'hui, on n'a aucun cas. On va dire, à Parana, il n'y a aucun cas. Mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, que la Guinée, c'est terminé? On dit il faut attendre 21 jours, il faut attendre 41 jours. Je pense que tout ça, à mon avis, en matière de communication en tout cas, il est très important de ne pas donner l'impression que l'on contrôle une épidémie, parce qu'une épidémie, ça ne se contrôle pas. On lutte contre une épidémie pour qu'elle s'arrête. Aboubakar. Oui, alors, enfin, Dr Diop, quel type de stratégie et d'options de communication sociale avez-vous à proposer pour freiner ces réticences? D'abord, il faut privilégier la démarche communautaire, c'est-à-dire qu'il y a des autorités locales, vous avez des personnes crédibles qui sont là et qui vivent quotidiennement avec les populations, qui doivent servir de relais. Je pense qu'il faut aussi privilégier de porte-à-porte, parce que nous sommes dans une société également où les gens sont rassurés quand vous vous connaissez. On a parlé du médecin, on a parlé de l'infirmier, on a parlé des personnes de proximité qui interviennent la nuit quand votre enfant est malade, qui interviennent. Quand il y a un incendie, celui qui est là. Je pense que ces personnes-là, et vous avez des autorités locales, vous avez des imams, vous avez un certain nombre d'opinions qui sont proches de la population, qui doivent servir de relais. Moi, je pense qu'en termes de communication, les politiques devraient se mettre un peu à l'abri de cette affaire et ne pas en faire un instrument politique. Docteur, il y a un autre aspect que nous n'avions pas touché, qu'on souhaiterait toucher avant de fermer cette émission, ce sont les rumeurs, le rôle que ces rumeurs ont joué. Vous avez vu ici, il n'y a pas longtemps, ça a été véritablement le chaos dans ces écoles. Dans votre étude, vous ressortez un peu le type de rumeurs, les rumeurs profanes, les rumeurs politiques et les rumeurs religieuses. Et on a vu qu'on avait arrêté un jeune militant, selon de l'opposition, qui serait l'auteur de toutes ces rumeurs. Alors, bon, je ne sais pas si c'est lui. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, du point de vue universel, habituellement, on ne connaît pas qui est le premier, quelle est la source de la rumeur. Scientifiquement, on ne sait pas. Ce que l'on sait, quels sont les types de rumeurs. On a parlé de rumeurs religieuses, de rumeurs profanes, et puis de rumeurs politiques. On sait ça. On sait aussi comment une rumeur devient, en fin de compte, embrasse toute la cité. On sait que la rumeur, elle sort de quelque part. Le premier qui la prend, il l'absorbe d'une certaine façon. Le troisième qui vient, il la digère et il ajoute des agréments, il la transforme. Et le quatrième s'approprie en disant qu'il était présent, qu'il a vu. Écoutez, nous sommes un pays de rumeurs quand même. Oui. Vous savez, les Guinéens ont la mémoire courte. Vous vous rappelez à Dubreka ici, une rumeur avait été développée ici comme quoi il y avait des herbes là-bas qui soignaient même le sida. Tout Conakry, il y a eu des problèmes de transport à Dubreka. On a ramassé toute l'herbe, on a en fait détruit systématiquement, elle a disparu. Les gens sont revenus. Il y a quelqu'un qui est venu un jour ici à Bonfi, on a dit que lui, simplement vous amenez un bidon d'eau, et puis s'il demande à Dieu, le problème il est réglé. Il y a eu crise de bidon d'eau à Conakry. Tout le monde a acheté, on est parti envoyer des bidons. Vous vous rappelez que quelqu'un, on a dit ici, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne chie pas, il ne fait pas pipi. Et tout le monde a cru. On a dit que quelqu'un a marché, il n'a pas de pied du Sénégal jusqu'ici, qu'il a... Tout Bambeto est sorti. Une dame. Tout Bambeto est sorti. Écoutez, la même femme, je l'ai retrouvée un jour, elle faisait du footing. Elle a ses deux pieds. C'est-à-dire, nous sommes un pays de rumeurs. C'est-à-dire, on adore fabriquer. On a à un moment donné ici dit qu'on a arrêté un blanc, qu'il avait des chiens, qui faisait l'amour avec des femmes. Un autre, on a dit qu'on a vu un enfant qui est venu au monde avec le Coran sur le ventre. Écoutez, tout ça, c'est des rumeurs. C'est pas très sérieux. Une société, ça fonctionne dans une société dans laquelle on n'est pas capable de tuer la rumeur. Parce que la meilleure façon de tuer la rumeur, c'est de ne pas l'ignorer.
Mais le problème, ce que je n'ai pas compris, c'est que avec ces rumeurs, lorsqu'on a dit que on pulvérisait, on partait inoculer, jeter bois dans les écoles. Vous avez vu, j'ai vu des intellectuels et des personnes qui ont fait de grandes études qui ont gobé ça et qui sont partis retirer leur fils du système scolaire comme pour dire que c'est possible que l'État gaze ou bien que l'État contamine une école pour contaminer les nouvelles générations. Qu'est-ce qui explique ce déclic? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Vous savez, quand votre enfant... La culture, je ne parle pas d'intelligence, je parle de la culture. Un intellectuel. Vous êtes professeur d'université. Vous parlez de cas des gens qui sont allés à l'école chercher leurs enfants. Je réponds à cette question. Il s'agit de leurs enfants. On dit que si l'enfant tombe dans un trou, sa maman ne se pose pas de questions, elle tombe avec l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose de très très fort? Donc les liens, on n'est pas dans le domaine de la raison, on n'est pas dans le domaine de la réflexion. Si vous touchez à votre enfant, on touche à vous ne réfléchissez pas, vous agissez comme un animal. Et ça, c'est quelque chose de très, très sensible. Donc, ceux qui ont porté ces rumeurs mesuraient très bien l'impact de cela. Parce que nous, ces jours-là, on avait une réunion avec un de nos doctorants à l'Université Sofonia. On l'a appelé. Il est sorti précipitamment avec son téléphone. On dit qu'on est allé vacciner nos enfants. Mon enfant, pourquoi mon enfant n'est pas malade? C'est un collègue à lui, il est parti en sortant du bureau. Donc, ça veut dire que c'est un docteur. Mais il ne réfléchit pas parce qu'il s'agit de l'enfant. Donc la rumeur qui ça a été posée pose énormément de problèmes à notre société. Mais le problème de fond de tout ça, c'est quoi? C'est un problème de manque d'éducation. Le niveau d'instruction dans notre pays est relativement très faible, il faut le reconnaître. L'ignorance est développée dans ce pays et masquée. L'incompétence est généralisée, mais c'est masqué. Et tout le monde croit être intelligent. Et tout le monde croit tout savoir en Guinée. Vous posez une question à quelqu'un, il n'a pas de réponse, il ne cherche pas à avoir la réponse. Il a la réponse. On répond à toutes les questions. Tout le monde est spécialiste de tout et on ne règle pas les problèmes. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Alpha Madou Bano Barry et Dr Moustapha Diop. On va observer une courte pause. On se retrouve juste après avec nos auditeurs. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Alpha Madou Bano Barry et Dr Moustapha Diop. Ils sont tous deux sociologues. Et bien, à présent, on va prendre les questions posées par nos auditeurs par SMS et sur Facebook. Il y a cet auditeur qui dit bonjour à ces deux invités. Expliquez-moi, s'il vous plaît, le contenu de votre enquête par questionnaire. Qu'est-ce que vous avez eu à faire de questionnaire peut-être sur le terrain, Dr Bano? Écoutez, dans un questionnaire, vous avez toujours trois composantes. Vous avez une composante qui porte sur les opinions, et puis vous avez une composante qui porte sur les attitudes, et vous avez une composante qui porte sur le profil des répondants. À partir de ce profil, c'est ce profil qui sert en fait à faire l'analyse et l'interprétation des résultats. Maintenant, je crois que votre question exacte, c'est que vous voulez avoir le questionnaire. Si telle est votre volonté, il est beaucoup plus simple d'envoyer votre adresse email sur mon numéro de téléphone et puis je vous enverrai le questionnaire. Voilà. Aboubak. Oui, et sur la page Facebook, Ali Moubindi, Dr Bano, qu'est-ce qui explique la croyance aux rumeurs dans notre pays? Est-ce par ignorance ou par naïveté? Alors, dans tous les pays du monde, il y a la rumeur. Même dans les pays les plus développés, des rumeurs se développent et se propagent. Vous savez, l'une des rumeurs les plus importantes de l'humanité a eu lieu à New York. Et ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas la naïveté qui conduit à la croyance à la rumeur. Habituellement, le niveau de rumeur dans un pays, son niveau de propagation est en relation avec un certain nombre de facteurs. Pour que quelqu'un reprenne une rumeur, il faut qu'il soit prédisposé à accepter cette rumeur. C'est-à-dire que concrètement, dans un pays comme le nôtre, où il y a une fracture sociale relativement importante, une fracture politique suffisamment grande, une rumeur qui est en défaveur du régime est facilement considérée comme une vérité
par tous ceux qui sont opposés à ce régime. Deuxième élément de cette rumeur, c'est que la rumeur se développe aussi parce que l'être humain a tendance toujours à croire à ce qu'on lui dit. C'est une tendance naturelle chez l'humain d'écouter. C'est pas pour rien qu'on vous écoute à la radio. Si les gens ne croyaient pas à ce qu'on leur disait, ils n'écouteraient pas à la radio. Donc les gens sont déjà prédisposés à écouter. Donc ce sont des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et puis en fin de compte, nous sommes une société d'oralité, dans laquelle la parole est quelque chose de très important. Vous savez, prenez Conakry. Le lieu le plus important à Conakry, ce sont les cafés. On sort le matin, on vient dans un café, on prend un lafidi, et puis on prend un café noir, on fume une cigarette, et toute la journée, on ment. Toute la journée. Moi, j'ai trouvé un jour dans un café, des gens en train de discuter. J'avais fait une émission la veille. Et puis l'autre dit, mais Bano, je le connais, il est vendu, il est acheté. Le gouvernement lui a acheté une 4x4, il est parti à l'étranger, il voyage tout le temps. Et puis il parle et ça discute. Personne d'eux ne me connaît. Et puis, quelques minutes plus tard, je le tire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, s'il te plaît. Il dit, oui. Il dit, Bano là. Il dit, oui. J'ai dit, c'est moi. Il me dit, après il me regarde, il dit, bon, tu sais, il faut que j'ai raison, quoi. Donc, je voulais juste rajouter un mot concernant donc les rumeurs. Les rumeurs aussi permettent psychologiquement à quelqu'un qui est affecté de ne pas accepter la réalité en face. Et ça, il se fabrique sa propre réalité de manière à ce qu'il puisse supporter le choc ou le différer l'acceptation de manière à ce que vraiment il ne soit pas... C'est-à-dire on digère la rumeur selon qu'elle vous est loisible ou pas. Quand c'est violent, on préfère plutôt... C'est une sorte de... Ça permet de tempérer l'acceptation de la vérité, surtout quand votre enfant est touché, quand on vous dit que tel va mourir, mais vous préférez différer, trouver des arguments. La défaite de la Guinée. La culpabilité ailleurs. Contre le Sénégal. Oui, effectivement. Quand on a été battu, la nuit, une rumeur s'est propagée. La CAF a annulé le but et le match est à reprendre. Tout Conakry est sorti, on a parce qu'on ne voulait pas accepter la défaite. On ne va pas accepter, donc on se crée donc artificiellement des idées qui permettent d'accepter ou de ne pas accepter quelque chose. Alors, bon, il y a Ibrahima Diallo qui dit qu'à son avis, la réticence à Ebola a commencé par le gouvernement qui a refusé de reconnaître très tôt l'existence de la maladie. Sa question est de savoir pourquoi l'objectif zéro Ebola en 60 jours n'a pas été atteint. Écoutez, je pense qu'on en a déjà parlé par rapport à ça. De toute façon, Ebola, on est dans la phase terminale d'Ebola. Ebola va s'arrêter bientôt. À quel moment, je ne peux pas le dire, et personne ne peut le dire. Mais on peut partir de l'hypothèse que pratiquement, on est vers la fin d'Ebola en Guinée. Deuxième des choses, vous savez, je dis souvent, un ministre, un président est un homme politique. Ce n'est pas un technicien. Dans les conditions normales, lorsqu'il y a une épidémie comme celle-là, c'est aux techniciens de faire des notes techniques pour informer le gouvernement, pour informer le président sur la réalité de cette maladie et sur la façon dont elle se manifeste. Ça n'a rien à voir avec la couleur politique. Ça n'a rien à voir. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les épidémiologues qui sont au ministère de la Santé et à la faculté de médecine, est-ce qu'on leur a demandé de faire une note technique pour le gouvernement afin que le gouvernement soit suffisamment informé? Deuxième des choses, je dis souvent aux gens, et il l'a dit tout à l'heure, il faut que, c'est pas parce que vous avez un poste que vous devez ouvrir la bouche pour parler de n'importe quoi. En Guinée, il faut apprendre à se taire. En Guinée, quand quelqu'un a un poste ministériel, il croit qu'il est devenu Dieu. Tu n'es rien parce que tu es devenu ministre. Tu n'es rien. Tu n'étais rien, tu n'es rien et tu sortiras rien. Il faut arrêter de parler de tout et de rien. Quand on est un homme politique, on a un poste, on se protège par les techniciens. On demande aux techniciens de t'alimenter. Et à partir du moment où tu as suffisamment d'informations, tu ouvres la bouche et tu parles en utilisant le conditionnel pour ne pas faire des affirmations qui vont te rattraper. Le problème en Guinée, il n'y a pas de prudence. Les hommes politiques guinéens ne sont pas prudents quand ils parlent. Ils parlent avec, ou ils ne savent pas parler, ou ils parlent avec trop de certitude. Ça a été des problèmes. Tout le monde ne peut pas parler dans un pays. Vous savez, moi, avant que je ne commence de parler d'Ebola, j'ai lu au minimum 150 documents. Au minimum, j'ai lu 150 documents. Lorsque j'ai terminé les 150 documents, et j'ai lu un document volumineux, et je suis presque certain que même au ministère de la Santé, les gens n'ont pas lu, un document de l'OMS et de l'UNICEF sur les épidémies. Un document volumineux. Et qui est sorti en 2014 sur toutes les grandes épidémies actuelles. C'est lorsqu'on a fini de lire qu'on parle.
Le problème en Guinée, c'est qu'on parle avant de lire. Nous sommes une société où les gens n'aiment pas lire. Ils croient parce qu'ils sont partis à l'école, ils ont appris Maman de Bineta, ils savent dire je mange une mangue, qu'à partir de ce moment-là, ils ne doivent plus apprendre quoi que ce soit. Il s'agit simplement de parler comme si la radio ou la télévision c'était un maquis. Aboubakar. Bon, Ibrahim Sow qui parle qui lance des fleurs à Dr Bano, et à un autre, Goudoussi Abdoul. Où serait la Guinée si nous avions 500 personnes comme Dr Bano? Maintenant, la question, elle est d'un certain Condé qui dit que la logique que M. Diop a soutenue ici, compte tenu du fait quel que soit votre degré d'instruction, si le déclic intervient dès que votre progéniture est touchée, il pense qu'il y a eu des gens quand même, des intellectuels en Guinée, qui ont résisté, qui ont dit non. Même Hitler ne peut pas faire aller contaminer l'école. Donc, qu'est-ce qui explique le fait que certains intellectuels ont réagi en intellectuels et d'autres se sont laissés aller? Enfin, concernant Hitler, on sait les enfants. Si vous allez à Jérusalem, au musée de la Shoah, est-ce que ces gens-là, il y a les noms des enfants. Est-ce que ces gens-là avaient des enfants à l'école? Il faut se poser la question. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui ont quand même eu une attitude responsable. Je ne sais pas tous les parents qui ont agi comme ça, mais il est vrai que de manière instinctive, c'est que dès que votre enfant est touché, vous ne raisonnez pas. Mais certains directeurs d'école ont été extrêmement, disons, responsables en disant carrément, en s'arrêtant à la porte de l'école pour dire, écoutez, vos enfants, vous ne craignez absolument rien à l'intérieur de l'école. Aucune personne étrangère ne viendra rentrer dans cette école. Aucun enfant ne sera vacciné. Personne. Vous savez, le mot gazé ou pulvérisé sont des mots qui sont à connotation. Vous savez, même le choix des mots à utiliser a de l'importance. C'est ça le problème. Parce que vous savez, on a l'habitude en Guinée, enfin, pour ceux qui sont nés de la même période que moi, au début de l'indépendance, pendant la colonisation, on pulvérisait la ville de Conakry contre les moustiques. Ça se faisait. Ça a disparu lorsqu'on est resté entre nous et on n'a plus besoin de ça. On pouvait mourir comme on voulait. À partir de ce moment, on a dit, bon, lutter contre le palu, c'est pas très important, on peut mourir. Mais sinon, ça se faisait. Donc, le problème, c'est qu'il faut choisir les mots. Parce que la population associe certains mots à certaines choses. Il faut pas jouer avec les mots. Chaque mot que l'on doit utiliser en public doit être pesé. Absolument. En fait, l'autre aspect de ces pulvérisations ou désinfections, c'est que les gens n'ont pas eu assez d'informations. En fait, parce que la personne qui est malade, elle reste à la maison, déjà, elle devient contagieuse. Voilà. Oui, et donc, quand les gens viennent, vous étiez déjà en contact avec cette personne qui est malade, les gens viennent désinfecter la maison et quelques jours après, il y a une autre personne qui tombe malade. On fait une association forte. C'est déjà le malade qui avait déjà contaminé. J'ai dit, la meilleure formule aurait été, il y a un malade dans une maison, si on veut désinfecter, on commence par désinfecter la maison de ceux qui désinfectent la maison. Que les membres de la famille voient que ceux qui sont venus désinfecter ont désinfecté chez eux. Que l'on désinfecte chez le voisin, chez le président de la CRD, chez le maire, chez le médecin. À partir du moment où on a désinfecté, si on vient désinfecter la maison, les gens vont se dire ça. Vous savez comment, en agronomie, vous savez comment on fait pour que la population, les paysans changent de comportement? On ne vient pas leur donner un cours. Ils ont un champ, on crée un champ à côté. On fait la démonstration. Et ils voient tout de suite. Ils voient une première récolte. Et les paysans regardent. Ils réfléchissent. Ils voient comment tu fais. Ils voient le résultat. Si tu lui dis l'année prochaine de faire, il dit non, il faut faire encore. Parce que c'est un homme du terroir. Vous savez, quand quelqu'un est un sédentaire, il est très prudent. Donc, il a besoin de certitude. Il faut faire une expérimentation, 2 expérimentations. À la 3e, il va digérer ce que vous avez fait. Il voit le processus. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas besoin de lui dire de faire. Il va venir vous dire, aide-moi, trouve-moi ça, je vais faire moi aussi. Parce qu'il est convaincu. Mais le problème en Guinée, c'est qu'on vient, on fait des discours. On pense que la parole remplace l'acte. On dit non, on vient parler. On vient pulvériser une maison dans laquelle il y a déjà Ebola. Après, il y a des morts. Et après, on dit, la population dit, mais on est venu mettre Ebola à l'intérieur de la maison. Alors que Ebola était déjà dedans. Donc, en fait, la méthode, vous savez ce que je dis encore une fois de plus. Dès le début, il aurait fallu faire une étude socio-anthropologique de la maladie et de la mort en Guinée. Alors, il y a, bonjour, c'est Abdoulaye Gueto qui, depuis Symphonia, qui dit, pour bien sensibiliser, il faut connaître ce que les populations pensent de la maladie. Est-ce que vous étiez
consulté par la coordination pour faire une étude comportementale. Peut-être serait bien de dire un peu, puisque dans l'étude, il y a ce que les populations ont dit, ce qu'elles pensent de cette maladie, docteur Diop. Donc d'abord, c'est une maladie qui a surpris beaucoup les populations. C'est une nouvelle maladie qui est méconnue et qui surtout a beaucoup marqué les populations dans la mesure où c'est un virus qui n'est pas visible, parce que dans la représentation de la maladie dans la société, on sait comment représenter la maladie, comment soigner, accompagner le malade, etc. Et que dans ce cas précis concernant Ebola, ce qui a beaucoup posé des problèmes, c'est vraiment que le mort ne part pas avec le virus. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, et que le corps qui a un statut, parce que le rite funéraire chez nous, Dr Bano l'a souligné, je pense que une personne qui décède doit être lavé, son corps doit être lavé par une personne habilitée à le faire, la prière qui doit... Selon une technique bien précise, etc. Donc tout ça c'est codifié dans nos sociétés, et la représentation du mort, sa place. Donc on ne meurt pas dans les sociétés africaines, on continue une nouvelle vie. Et la façon dont on soigne le corps du malade détermine s'il rentre au paradis ou dans l'enfer. Donc tout cela, Ebola déshumanise complètement, casse complètement tous ces dispositifs, et qu'il n'y a pas eu suffisamment de connaissances sur la perception, sur le rite funéraire dans nos sociétés, qui sont connues par nos travaux de recherche, les mémoires de nos étudiants et des thèses qui ont été réalisées dans les différentes localités, permettaient, si on était déjà consulté en amont et très suffisamment en avant, d'essayer de mettre en valeur l'ensemble des connaissances sur nos sociétés, de manière à ce qu'on voit le rapport au corps, les soins de maladie, la perception de maladie. Il y a énormément de connaissances qui n'ont pas été donc sollicitées par les autorités guinéennes à la matière, et les gens ont agi de manière politique ou politicienne. Mais en fait, il s'agit là d'une bonne connaissance de la société. C'est-à-dire que même si le dispositif médical, c'est performant, mais il faut connaître la société. Il faut savoir où intervenir, comment intervenir, avec qui intervenir, et dans quelles conditions. Toutes ces questions-là n'étaient pas maîtrisées. On a bien vu les réactions, on a vu la réticence, on a vu le retard que notre pays a pris pour éradiquer définitivement cette maladie. D'autres ont pu s'y construire très rapidement. Je vais juste vous donner un élément. Regardez, dans l'étude, on a interrogé des gens qui ont été guéris d'Ebola. Et quand on leur a demandé, en fait, vous entendez dans la rue des gens qui ne sont jamais partis à l'hôpital, dans les CTE, vont vous dire que le comprimé qu'on vous donne, si vous le mettez en bouche, il perfore votre langue. Et que si vous l'envoyez dans votre ventre, il va perforer vos intestins, vous allez mourir. Alors que ceux qui sont guéris, qui sont sortis de là-bas, aucun parmi tous ceux que nous avons interrogés n'a eu de problème de réaction de son corps par rapport au traitement. Ils ont bien réagi. En général. Il n'y avait pas d'effet secondaire. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, en fait, il y a des effets secondaires par rapport aux maladies. Et d'ailleurs, ces médicaments qu'on donne la mort. Alors que ce qui pose problème pour ceux qui sont sortis guéris d'Ebola, c'est l'isolement par rapport à la famille. Le manque de nouvelles. Le manque de nouvelles de la famille. Le fait d'être coupé. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes une société où on a une typologie des maladies. On a des maladies pour les blancs, qu'on envoie à l'hôpital. On a des maladies pour les noirs, qu'on envoie chez les charlatans et les marabouts. Nous avons une première typologie. Dans l'autre typologie, parmi les maladies qu'on doit envoyer à l'hôpital, il y a une typologie des maladies. Il y a des maladies que l'on considère qui viennent de l'hérédité. Nous avons des maladies qui sont liées à l'alimentation. On a une typologie des maladies au niveau de la population. Il fallait le savoir dès le départ. On ne l'a pas fait. Ensuite, la gestion du malade. Qui s'occupe du malade? Dans nos sociétés, ce sont les femmes qui constituent le relais des médecins. Elles jouent le rôle de garde-manger, mais aussi d'aide-soignant, d'infirmière. Vomir, c'est la femme qui s'occupe. Quand le père est malade, c'est la mère. Quand l'enfant est malade, c'est la mère. Quand la mère est malade, c'est sa soeur, sa fille ou le père. C'est-à-dire qu'en fait, pour chacun des malades, il y a une personne qui doit prendre en charge l'accompagnement du malade. Ensuite, quand on est malade dans nos sociétés, quand on va à l'hôpital, on ne va pas soi-même. Avant d'aller à l'hôpital, on consulte son entourage. Le diagnostic collectif permet de dire qu'il faut aller à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on va avec un parent. Et il faut trouver de la place pour qu'un parent couche à côté du lit. Ce qui fait que dans nos hôpitaux ressemblent plutôt à des marchés. Parce qu'on ne guérit pas de la maladie sans la famille.
Et lorsque quelqu'un est malade et que vous ne le rendez pas visite, c'est fini entre vous. La famille est un stimulant, en fait, pour le malade. Exactement, c'est fini entre vous. Le problème, c'est que le CTE, on ne peut pas rendre visite. Le premier mais maintenant, ils ont changé. Au départ, il y avait la quarantaine. L'isolement total. Lorsqu'on ne voit pas son malade, lorsque le malade ne voit pas ses parents, sa famille, il a tendance à mourir. Il ne meurt pas médicalement, il meurt socialement. Absolument. Et donc, c'est extrêmement important que ce contexte soit maintenu. L'autre des paramètres, c'est qu'en fait, quand vous prenez, on a privilégié un modèle qui en réalité ne correspondait pas au modèle social que nous avions dans notre pays. Et tout ça parce qu'il n'y a pas eu d'études. Encore une fois de plus, le plus gros problème en Guinée, c'est qu'on n'a pas la culture de dire, avant d'agir, qu'est-ce que nous savons? Il y a trop d'apprentis sorciers. Docteur Diop a parlé d'improvisation, c'est-à-dire en Guinée, on réagit. Il y a trop d'apprentis sorciers. Alors, cette question pour docteur Bano, de la part de Balde Fatako, lui, c'est plutôt un commentaire et il vous demande, docteur Bano, en vous écoutant, j'ai l'impression que si c'est vous qui étiez le coordonnateur de... Alors, docteur Sakoba, j'espère que vous ne nous écoutez pas. Si c'est vous qui étiez le coordonnateur de la coordination nationale de riposte à Ebola, la maladie serait partie. Qu'en dites-vous? Donc vous allez répondre. Mais la question que je trouve intéressante, c'est celui-là. Il dit, dites à vos invités que la sollicitation du remède est auprès de Allah et Allah le Tout-Puissant, lui tout seul. Les imams sont unanimes à dire que quand vous êtes en état d'abolition, Ebola ne peut jamais vous attraper. Alors, écoutez, c'est très important de croire parce que la croyance permet de survivre. Vous savez, lorsque l'on perd la foi, on perd la vie. La vie, c'est aussi la croyance, la foi en la vie. Vouloir vivre est le premier instrument qui aide le corps à se guérir. Vouloir la vie. L'autre des paramètres qu'il faut prendre en considération, il ne faut pas faire de la spéculation. Docteur Sakoba, on ne peut pas dire si j'étais à sa place parce qu'il n'y a aucune possibilité que je sois à sa place. Vous n'êtes pas médecin. Ce n'est pas son rôle. Oui, ce n'est pas mon rôle. Oui. Mon rôle, c'est de faire de la recherche. OK? Je fais de la recherche. J'informe les autorités qui veulent bien me consulter, qui veulent bien m'utiliser pour que je leur dise ce qu'il faut faire. Mais le reste n'est pas de ma responsabilité. Nous sommes des chercheurs à l'université de Somponia. Ce que nous faisons, c'est si on a besoin de nous, on va chercher de l'information non apparente, non visible, pour dire, attention, vous voulez faire, voici comment il faut faire, parce que voici comment la population pense. Il y a cet auditeur qui dit, mais vous parlez tantôt d'Ebola business, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans l'Ebola business, puisque cette étude quand même a été financée par l'UNICEF, à combien elle a coûté? Cet auditeur qui vient de l'envoyer. Docteur va répondre à cette question, mais je veux répondre à la première question concernant les croyances. Je pense que l'auditeur qui a parlé avec les abolitions je pense qu'il ne faut pas rire de ces croyances-là. Au contraire, il faut essayer de prendre ces véhicules-là, ces mécanismes-là, pour les utiliser et pour pouvoir aider les gens à se soigner. C'est-à-dire qu'il faut, dans le véhicule de la connaissance des croyances, on peut faire passer des messages positifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser le champ de croyances des gens. C'est aussi une liberté de penser, une liberté d'opinion, de croyances, même si c'est irrationnel pour nous, c'est rationnel pour la personne. Donc on peut utiliser ces canaux-là pour faire passer le message, pour essayer de soigner, ou en tout cas, il faut intervenir de manière à ce qu'il y ait une cohérence, qu'il n'y a pas de réticence, que la personne puisse ne pas se sentir exclue, parce que tout simplement n'appartient pas. Il faut savoir que beaucoup de nos populations ne sont pas allées à l'école, et il y a beaucoup de gens qui font l'école coranique. Et c'est ces canaux-là qu'il faut utiliser pour dialoguer avec eux. Si vous utilisez le français, vous utilisez nos connaissances rationnelles, notre manière de penser et de voir, vous allez les exclure. Donc ils n'ont pas d'autre moyen que de résister. Et donc ça aussi, c'est d'ignorance, de manque de prendre de plus en compte de la culture communautaire, des pratiques sociales, des connaissances sociales, font effectivement que les gens se sentent exclus. Donc il y a des réticences, naturellement, puisqu'ils sont exclus d'une société dont le dispositif médical ne correspond pas à leur culture. Alors la question, je connais pas je suis pas le coordonnateur de l'étude, je suis un chercheur dans le groupe. Je ne connais pas le montant de l'étude. D'après les informations que je possède, l'étude aurait coûté moins de 400 millions. Je ne connais pas exactement le prix, mais puisque c'est une radio, il est préférable que je sois très honnête et transparent. Cet argent a été payé par l'UNICEF. Il a servi à louer des véhicules, à payer les perdièmes pour que les gens puissent manger sur le terrain, à payer la saisie des données et à rédiger le rapport. Diop
qui est là et moi-même, nous n'avons touché dans cet argent 0 franc. 0 franc. Il faut préciser que Dr Ban et moi-même, nous n'avons pas participé à l'enquête de terrain. Nous avons fait que l'analyse des données et la présentation des résultats. Voilà. C'est compte tenu du fait que c'est des données très difficiles à manipuler. Il faut un certain niveau de compétences. Donc, c'est pour cela que ceux qui ont fait l'enquête de terrain, il y en a 2 équipes. Vous savez, il y a l'accueil des données, la collecte des données, le traitement et la présentation des résultats. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous demander le mot de la fin, le message que vous avez à livrer à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Utilisons le savoir au début, au milieu et à la fin de toute action. Faisons de la recherche le fondement du fonctionnement de notre société. Arrêtons d'improviser, de croire que nous savons tout ou que nous pouvons tout. Penser que on peut se devenir sociologue parce que tout simplement on boit du thé dans un quartier ou alors on parle avec des gens dans un atelier, on se trompe. Dans chaque discipline, il y a à la fois des méthodes, des principes et des règles. Vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas fait d'études. Je demande humblement à tous les décideurs guinéens d'arrêter, d'entreprendre des actions avant de réaliser des études. Je ne demande pas, je ne revendique pas pour moi ces études. Je ne dis pas confier à Bano ou à confier à Diop. Je dis faites des études. Faites des études. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Eh bien, utilisons le savoir au début, au milieu et à la fin de toute action. Dans chaque discipline, il y a des règles. Il faut donc réaliser des études avant de mener toute activité. C'est le mot de la fin de Dr Famadou Bano Barry, sans doute partagé par Dr Moustapha Diop, 2 sociologues que nous avons reçus ce matin et avec lesquels on a débattu de ces réticences à Ebola dans la capitale et à l'intérieur du pays. Vous aurez sans doute nos 2 invités le jeudi prochain, puisqu'on aura une autre synergie contre Ebola où ils reviendront un peu plus en détail sur cette après-demain jeudi. Donc, je rappelle à nos auditeurs, donc après-demain, il y aura donc cette synergie. Et on n'est pas payé aujourd'hui et on ne sera pas payé jeudi encore. Donc, voilà. Il faut que les gens restent tranquilles. Voilà, merci beaucoup à la technique. Il y avait Sadou Kamara, Fatoumata Binta Baldé, réalisation Kerno Alpha Ibrahim Baldé, ici à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM. Marie Fala, bienvenue dans l'univers de la grande classe.